Qu'est-ce que le temps? Pourquoi suis-je toujours en retard? Pourquoi le temps passe-t-il si vite au Paris-Saclay Summit, au point que nous voilà déjà au terme de ces 2 jours? Non, je ne suis pas fou, mesdames et messieurs, seulement philosophe, et je m'interroge sur ce temps qui file entre nos doigts, et grâce à mon prochain invité, il file beaucoup moins vite, ou en tout cas, il peut être mesuré encore plus précisément, et cela grâce à la révolution de ce qu'on appelle les atomes froids. Merci d'accueillir un conteur, un pédagogue hors pair qui va nous emmener des bateaux de Thomas Cook jusque dans l'espace pour ce sujet passionnant. Il s'agit de Christophe Salomon, physicien, directeur de recherche émérite au CNRS et membre de l'Académie des sciences. Il n'est pas interdit de l'applaudir. C'est un privilège de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et on l'a dit, c'est pas innocent le fait que j'ai mentionné la philosophie. On va partir sur une question vertigineuse pour commencer. Au regard de la physique moderne, le temps existe-t-il vraiment? Christophe Salomon. J'aime bien vous regarder au fond des yeux comme ça. C'est une très bonne question. Merci de me l'avoir posée. Là, vous improvisez totalement, alors que derrière vient d'apparaître votre présentation. On va la voir dans le moniteur, là, si c'est possible. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, le temps, c'est une question qui remonte à très longtemps, parce que chacun expérience le temps qui passe. Le mot, c'est le temps qui passe. Saint-Augustin avait une phrase magnifique, il y a presque 2000 ans maintenant, pas tout à fait, en disant « Le temps, je sais très bien ce que c'est, mais quand quelqu'un me le demande, je ne sais pas quoi lui répondre ». Alors ici, on va parler du temps en suivant la prescription d'Einstein. Il n'y a pas de temps. Voilà. Il n'y a pas un temps universel comme Newton l'avait conjecturé, le temps classique qui s'écoule uniformément, qui est le même partout à la surface de la Terre ou dans les étoiles. Einstein a conjecturé, à la suite de travaux de Planck, Poincaré et d'autres grands noms, qu'il y a autant de temps que d'observateurs. Et donc vous prenez un observateur, on vous donne une horloge dans votre référentiel. Plaquez bien le micro comme ça. Pardon, oui. Mieux. On vous donne une horloge associée à l'observateur. Et ce qu'a montré Einstein, qui est très important, c'est que le temps s'écoule de façon différente dans l'environnement de matière qui nous entoure. C'est-à-dire que si on est à la surface de la Terre, à bord d'un satellite ou dans le cluster de la Vierge, l'amas de la Vierge dans l'espace, le temps s'écoule différemment. Alors vous allez me dire, c'est un peu paradoxal parce que le temps, c'est très utile. Votre récepteur GPS pour venir ici au Paris-Saclay Summit, il repose sur l'utilisation de positionnement qui vient d'impulsions émises par des satellites autour de la Terre qui ont chacun à bord plusieurs horloges atomiques qui ont un temps très très régulier. Donc là, il y a un paradoxe, et ce paradoxe est simplement résolu par Einstein, qui a beaucoup réfléchi à ces problèmes. C'est qu'on peut synchroniser des horloges à distance. On peut, par échange de signaux électromagnétiques entre une horloge à un point A et un point B, on peut comparer leurs échelles de temps, et puis éventuellement les corriger. Donc, il n'y a pas de paradoxe fondamental. On sait créer un temps universel, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait à la surface de la Terre. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard dans cet exposé. Et donc, voilà la première partie de la réponse à la question. Alors après, il y a tout un aspect peut-être qu'on peut faire un petit peu de... voilà, donc ça, c'était la première partie. Il y a un aspect historique après. Donc, j'ai dit qu'il y avait autant de temps que d'observateurs. Là, je ne vais pas repasser là-dessus. Un point important que je voudrais mentionner ici, c'est le temps, c'est l'unité du système international d'unité qui est réalisée avec la meilleure précision. Au sens où on mesure le temps maintenant à 10 puissance moins 16 ou 10 puissance moins 18, même avec les dernières horloges optiques aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on réalise la seconde avec 18 chiffres significatifs. Alors pas tout à fait 18, mais disons 16 pour le moment, parce que la définition de la seconde utilise l'atome de césium, et je vous expliquerai comment ça marche dans quelques minutes. Et donc, comme le dit Arthur Chaloux, prix Nobel de physique, très bien, si vous voulez mesurer quelque chose avec une précision de 10%, vous pouvez prendre un peu n'importe quoi. Mais si vous voulez faire une mesure précise,
vous devriez penser à ramener cette mesure à une mesure de fréquence. Donc c'est un nombre d'oscillations par seconde, et on sait qu'une fréquence, c'est l'inverse du temps. Donc les deux sont complètement liés. Une fréquence très précise, c'est comme un intervalle de temps très précis. Donc ça, c'est un des messages importants que je voudrais faire passer ici. Et puis là, je voudrais faire un tout petit peu d'historique, parce que l'histoire de la mesure du temps a évolué énormément au cours des derniers siècles. Et je crois qu'on peut dire que c'est Galilée et Huygens qui, les premiers, ont fabriqué des horloges. Avant, le temps était mesuré par la rotation de la Terre sur elle-même, le jour et la nuit. Après, c'était pas très commode, parce qu'après, il faut diviser le jour en heures, etc. Il y a eu les cadrans solaires, qu'il y a sur toutes les églises d'Europe ou même du monde entier. Il y a des très beaux cadrans solaires en Inde, par exemple. Mais c'est pas très précis. Et les jours où il n'y a pas de soleil, ça marche pas. Et donc, l'idée que l'homme réalise un instrument, et un instrument de précision, et il faut remonter, donc justement, au XVIIe siècle, à Galilée. Alors, Galilée, il a inventé le pendule, comme on voit là, et il y a tous les ingrédients dans le pendule pour décrire le fonctionnement des horloges. Et c'est ce que je vais faire dans les quelques minutes qui viennent. Il faut trouver un phénomène simple, périodique ou régulier, décrit par un tout petit nombre de paramètres. Vous voyez là la formule. Bon, c'est la seule formule que je vais vous montrer, vous inquiétez pas. T égale 2π racine de L sur G. T, c'est la période du pendule, tic-tac, les pendules de nos grands-mères. L, c'est la longueur du pendule, et G, c'est l'accélération de la pesanteur. Alors, le premier concept important, c'est que je veux faire un intervalle de temps d'1 seconde. Si c'est tic-tac, je vais avoir une seule oscillation. C'est pas bien brillant, ça. C'est pas très précis pour réaliser 1 seconde. Si je monte la fréquence d'oscillation, je vais pouvoir être de plus en plus précis. Et c'est ce qui s'est passé sur les 60, 70, 80 dernières années. On va essayer de faire un pendule avec une fréquence d'oscillation de plus en plus rapide. On va quitter le pendule mécanique pour faire un pendule électromagnétique, c'est-à-dire la lumière, qu'elle soit des ondes radio ou des ondes lumineuses, c'est un champ électrique qui oscille. Et donc, le pendule est un pendule fictif, finalement, d'un champ électrique qui se déplace à la vitesse de la lumière, mais qui a une période d'oscillation, tout comme le pendule. On voit aussi sur la formule que si la température change, la longueur du pendule va changer, donc la période va changer. Donc l'écoulement du temps ne sera pas le même. Si la gravitation change, et ça, si on est à l'équateur ou au 45e parallèle, on n'a pas la même gravitation. Donc on a une mesure imprécise du temps. Voilà. Et donc, d'où vient la notion d'horloge atomique. Donc je vais vous montrer ça juste après. Aujourd'hui, les meilleures horloges sont des horloges atomiques. C'est une combinaison d'un oscillateur, un champ électrique, comme je le disais tout à l'heure, ou magnétique, et on va exciter un atome avec ce champ. Et pourquoi ? Parce que les atomes sont tous les mêmes. Un atome à Saclay, à New York ou à Tokyo, est le même, un atome de césium en l'occurrence, parce que c'est celui qui sert à la définition de la seconde. Et donc, depuis une centaine d'années maintenant, la naissance de la mécanique quantique a exactement 100 ans, on sait décrire le monde microscopique, on sait décrire les atomes qui ont 10 niveaux d'énergie discrets, bien définis. Et grâce à une lumière, et c'est Einstein qui a montré ça, une lumière bien accordée sur la différence d'énergie entre un niveau fondamental et un niveau excité de l'atome, eh bien, on va pouvoir exciter l'atome du niveau fondamental vers le niveau excité, et donc produire une courbe de résonance, et une horloge atomique va être ce système composite. Mais avant de rentrer dans la physique de l'atome, je voudrais juste dire une chose, c'est que, et c'est ce qui est écrit ici, si les atomes sont lents, si on les a refroidis à basse température, on va pouvoir les observer longtemps. Si on peut les observer longtemps, on va pouvoir faire des mesures de plus haute précision dessus. Alors, pour les spécialistes qui sont dans la salle, c'est comme la transformée de Fourier. Si on a un spectre avec une très grande bande passante, on va pouvoir déterminer une énergie très précisément ou une fréquence très précisément. Mais donc ça, c'est une notion absolument fondamentale. En mécanique quantique, c'est la relation d'incertitude temps-énergie. Si on a un temps très court, on ne va pas pouvoir déterminer l'énergie très précisément. Plus le temps est long,
plus la détermination de l'énergie sera précise. Alors, on sait que vous avez consacré une grande partie de votre travail à ces fameux atomes froids. Je voudrais qu'on s'y attarde un petit peu. On parle aussi de fontaines. En quoi ces technologies, finalement, ont révolutionné votre discipline? Alors, je viens de répondre par avance à votre question. C'est-à-dire, si les atomes sont froids, ils se déplacent très lentement. Ils ont une vitesse d'agitation, les refroidis par des vaisseaux laser. Je crois que j'ai une image. Oui, peut-être nous montrer. Que je peux vous montrer. Alors ça, c'est le principe de l'horloge. Alors très brièvement, et puis j'y viens vite. Hein. Donc au centre, vous avez la définition de la seconde. Vous voyez un champ électrique qui oscille là sur l'oscillo, la courbe verte, et on compte exactement 9 192 631 770 périodes de ce champ électrique. Et on dit, bah, ça c'est une seconde. Et puis on répète plusieurs secondes à la file. C'est vrai que c'est un chiffre qui tombe bien, là. Voilà, c'est un chiffre qui tombe rond, exprès, mais ça a été choisi comme ça. On aurait enfin, rond, je vous chambrais un peu, parce que 9 192... Enfin, oui, 192, bah, non, 9 192 631 770. On aurait pu prendre 10 milliards. Voilà. Oui, comme ça à la louche. Mais il fallait être précis. Oui, mais ça, c'est pour être en accord avec les mesures sur les atomes qui étaient faites jusque-là. C'est une transition dans l'atome de césium entre deux niveaux d'énergie, comme schématisé sur la partie gauche. Là, pour vous, c'est la partie gauche, oui. Et pour exciter cet atome, les gens, initialement, ont utilisé un oscillateur à quartz qu'ils ont multiplié vers ce 9 milliards d'oscillations. Et donc, on aurait pu changer la définition complètement, mais ça aurait changé la seconde énormément. Il n'y aurait plus 86 400 secondes dans la journée, etc. Donc, c'est pas. On est en métrologie, on cherche toujours à être consistant avec les mesures précédentes. Hein, donc ça, c'est c'est la seconde étalon. C'est la seconde étalon. Voilà, c'est ça. Et donc, une horloge atomique, c'est un système composite, l'oscillateur qui excite les atomes. On mesure une courbe de résonance. Comme c'est montré ici, je ne sais pas si vous voyez le pointeur, là non, ici, courbe de résonance. Quand la fréquence ici est exactement en résonance sur la transition de l'atome, on est au sommet de la résonance et on peut faire un asservissement, recopier la fréquence de l'atome sur le champ électromagnétique et on compte le nombre d'oscillations et on a réalisé une horloge atomique. Alors c'est ce qui a été fait pour la première fois par Essen et Paris en 1955. Vous avez un dispositif à vide ici qui fait à peu près 1 mètre de long, 2 zones d'interaction, un jet atomique qui part de gauche à droite. Et ils savaient déjà comment ralentir les non, pas encore. Voilà, j'y viens, ça va être juste après. Sentez mon impatience là. On n'a peut-être pas le temps. Hein, donc non, c'est pas ça. C'est comme c'est le cœur de votre... Non, allez-y. Oui, c'est ça. Et voilà la résonance qu'on observe. Et la résonance, sur ce graphe, elle fait environ 1 kHz de large, quelque chose comme ça. Et c'était déjà, la première horloge atomique 1955 était déjà meilleure que la définition de la seconde de l'époque, qui était fondée sur la rotation de la Terre. Hein, 10-9 en stabilité. Et aujourd'hui... on est à 10.18 ou 10.19. Donc on a gagné 10 ordres de grandeur en précision grâce aux atomes froids et grâce aux horloges optiques sur lesquelles je reviendrai à la fin de cet exposé, en 70 ans. Donc c'est un gain exponentiel, c'est un facteur 10 tous les 10 ans. Et pour vous donner un ordre de grandeur, 10.18 ou 10.19, 10.18, c'est simplement moins d'une seconde d'erreur sur l'âge de l'univers, 14 milliards d'années. Voilà, si on avait 2 horloges au début de l'univers, aujourd'hui, elles ne différeraient que par moins d'une seconde, même moins qu'une fraction de seconde. Voilà. Alors j'arrive aux atomes froids. Ça a été la première révolution, hein, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut augmenter le temps de mesure. Et là, vous avez sur la gauche, sur la droite, pour vous, sur la gauche pour vous, une enceinte à vide et puis des faisceaux laser qui se croisent suivant la direction X, Y et Z. Et vous voyez une photo de ce qu'on appelle une mélasse optique. C'est une mélasse optique de sodium, c'est la petite boule jaune au centre. C'est comme les lumières jaunes de la Tour Eiffel, c'est la même couleur. Et ces atomes sont refroidis à une centaine de microdegrés Kelvin au-dessus du zéro absolu. Et la vitesse d'agitation, alors ce n'est pas du sodium pour l'horloge atomique, c'est du césium, mais l'ordre de grandeur, c'est à peu près le même. Les atomes de césium refroidis, c'est le graphe montré sur la droite, à 2 microkelvin ici, ils sont à 1 cm par seconde.
Et donc ça, c'est grâce à ça, on va pouvoir faire un temps d'interaction, comme j'ai dit tout à l'heure, très important. C'est la notion de fontaine Cette atomique. recherche initialement était déjà pour avoir une mesure précise du temps ou c'était pour une autre application? On avait en tête déjà de faire une mesure précise du temps. Mais on a eu des surprises aussi, c'est que les températures mesurées étaient bien plus basses, bien meilleures que ce qu'on anticipait, ce que la théorie d'Einstein, by the way. Donc il y avait des bénéfices collatéraux dans l'observation. Des bénéfices collatéraux, et c'est assez rare en physique. Hein. Souvent, quand on a une théorie, on a du mal à s'approcher de la théorie parce qu'il y a des paramètres qu'il faut porter à leurs limites. Et bien là, pas de peau. Ou plutôt beaucoup de chance, on était 100 fois plus froid que la théorie. Et c'est un crédit apporté à Einstein ou... Alors non, c'est un crédit, Einstein avait juste, c'est un crédit apporté à Jean Dalibard et Claude Cointanucci qui ont mis en évidence un nouveau mécanisme de refroidissement que je n'ai pas le temps de décrire ici, mais qui est plus efficace que la théorie d'Einstein. Einstein avait idéalisé la théorie, un système à 2 niveaux seulement, et les atomes sont un peu plus riches que ça. Alors j'en arrive à la fontaine. Voilà comment marchent les fontaines atomiques qui servent à la définition de la seconde dans le monde entier aujourd'hui. Vous avez une boule d'atomes froids qui est produite ici à droite, à gauche sur le graphe. Vous lancez les atomes en l'air avec des méthodes assez simples, avec la lumière toujours. Et ces atomes à 1 microkelvin montent, traversent cette boîte de camembert dans laquelle vous appliquez le champ électromagnétique qui va être balayé autour de 9 milliards, 192 000, blablabla, fréquences d'oscillation. Ces atomes traversent la cavité, subissent une excitation à la montée, ils font demi-tour sous l'effet de la gravité et repassent dans la cavité à la descente. Ça fait une deuxième interaction. Et la beauté de cette méthode à 2 interactions, ce qui a valu le prix Nobel à Norman Ramsay, c'est que le temps utile de mesure, c'est grand T, le temps passé au-dessus de la cavité. Ça peut être une demi-seconde ou une seconde. Et ça va faire des résonances très fines, donc 500 fois à 1000 fois plus fines que sur l'horloge de Essen-et-Paris que j'ai montré auparavant. C'est de là que vient le gain. Et voilà la très belle résonance qu'on obtient dans ces fontaines. Vous avez une enveloppe. Ça, c'est une belle résonance. Hein. Voilà, avec un très bon rapport ciel sur bruit. Et vous voyez que la frange centrale sur laquelle on va asservir le quartz ne fait une largeur que de 1 Hertz. Et donc, c'est ça le gain apporté par les atomes froids. Donc le temps, on arrive à le mesurer particulièrement précisément grâce à tous ces scientifiques, en tout cas sur Terre. Et elle se pose la question ensuite, est-ce qu'il y a une incidence du fait de le mesurer sur Terre? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on pourrait le mesurer, où il y aurait des applications plus intéressantes encore? Oui, alors sur Terre, on a fait des fontaines, voilà des fontaines en vrai, hein, pas le principe, mais des fontaines en vrai. Celle de l'Observatoire de Paris à gauche, celle en Allemagne à APTB. Et ces fontaines pilotent le temps atomique international, qui est calculé par le Bureau international des poids et mesures, avec une exactitude de 2·10-16, hein, parce qu'elles sont comparées entre elles par des méthodes satellitaires, GPS, Galileo, à distance, et le BIPM calcule les échelles de temps dans tous les laboratoires qui ont des bonnes fontaines. Il y en a une quinzaine, une vingtaine en opération à la surface de la Terre. Et c'est comme ça qu'on peut utiliser le temps de la meilleure façon possible et la fréquence qui est l'inverse du temps. Alors après, effectivement, se pose la question, dans une fontaine, c'est bien joli, mais si on fait une fontaine d'à peu près 2 mètres de haut, comme vous voyez sur le graphe. Si je veux faire une résonance 2 fois plus fine, les lois de la gravité nous disent qu'il faut aller 4 fois plus haut. Une résonance 3 fois plus fine, il faut aller 9 fois plus haut. Donc c'est la Terre qui nous bloque, il faut partir. Et voilà, la gravité est une limitation. Ouais. Et nous avons proposé, il y a maintenant, en 1997-98, au CNES d'abord en France, et puis à l'Agence spatiale européenne, de réaliser une horloge à atomes froids dans l'espace, qui est en orbite aujourd'hui, au-dessus de nos têtes, sur la Station spatiale internationale. Et là, c'est simplement, on s'affranchit de la gravité. Donc, on revient au schéma initial de l'horloge atomique, mais avec des atomes froids. On produit une petite boule qu'on lance tout doucement dans le dispositif, et on fait des résonances plus froides, plus étroite encore que, dans les fontaines atomiques. Et alors, ça, c'est la première application, c'est montrer qu'on peut faire des longs temps de cohérence. Je crois que j'ai un graphe qui montre ça. Hein.
dans le cadre de la mission Atomic Clock Ensemble in Space à l'ESA, hein, c'est ça. Et puis on va faire un test de physique fondamentale, très important, le test de la relativité d'Einstein. Justement, ce que j'ai dit au début de cet exposé, que le temps s'écoule différemment à bord de la Station spatiale internationale, qui est à 400 km d'altitude, et au sol. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, de caractériser le fonctionnement. Donc j'étais au lancement à Kennedy, hein, c'est une fusée SpaceX hein, qui a lancé notre plateforme. Il y a toujours un petit peu de stress, hein, parce qu'on sait que les lancements de fusées... Vous m'étonnez. Sont... bon, il n'y avait personne à bord d'autre que du matériel. Sophie Adno, elle était dans la même fusée, mais qui a été lancée la semaine dernière. Tout s'est bien passé, tant mieux. Et puis là, vous voyez, on a un petit mètre cube. Hein, alors, c'est quoi cet instrument-là, Pharao d'instrumentation? C'est un tube, alors je crois que j'ai une image, là, voilà. C'est un tube de 90 cm de long. Oui, quand on vous demande des détails, vous, c'est précis, là. Ah ouais. Ben voilà, vous avez voilà. tout sous les yeux. À gauche, on produit les atomes froids, on les lance dans ce tuyau qui est sous un très bon vide. Ils interagissent avec la cavité en cuivre au centre, là, et puis on les détecte à droite. C'est aussi simple que ça. Et voilà une résonance qui est 3 fois plus fine que dans les fontaines au sol. Vous voyez, la largeur, c'est 0,3 Hertz. Hein. Et donc, ce qui est amusant pour les physiciens quanticiens comme moi, c'est qu'on a une cohérence quantique qui évolue dans l'espace sur des atomes en vol libre sur 1,5 secondes, presque 2 secondes ici, avec un bon rapport ciel sur brique. Vous voyez la courbe bleue ici au centre. Et on va verrouiller l'oscillateur à quartz sur la frange centrale. Donc on est dans une phase de mesure des performances de cette horloge, qui est ce qu'on appelle un étalon primaire de temps dans l'espace. Et donc là encore, c'est que des bonnes surprises. Ça marche bien. Oui, ça marche bien. Il y a eu, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais il y avait une deuxième horloge qu'on devait utiliser comme horloge de comparaison à bord, mais elle marche pas. Elle marche pas bien. Un Maser hydrogène, bon, fabriqué par Safran. Hein, j'ai rien contre Safran, mais alors, elle a marchoté, je devrais dire, la semaine dernière, pendant 3 jours, et puis le signal s'est éteint. Enfin, il n'y a pas un spationaute qui peut sortir la boîte à outils et essayer de... Comme vous l'avez vu là brièvement, tout ça c'est à l'extérieur, c'est piloté par notre centre de contrôle qui est à Toulouse. Et les astronautes ne font rien. Alors, on peut toujours imaginer des choses compliquées, hein, leur donner des tournevis, aller dévisser un panneau et rajouter un câble. C'est à l'intérieur? Non, c'est à l'extérieur? Non, c'est à l'extérieur, oui, on est à l'extérieur. Pour pouvoir communiquer par ondes radio avec le sol. Il n'y a pas un bénéfice aussi du froid spatial ou... Ah non, le froid spatial, non. D'accord. Non. 1 microkelvin. Le froid spatial est plutôt à 2,6 Kelvin. Il est bien trop chaud pour nous. 1 microkelvin, c'est beaucoup. Et il n'y a pas de distorsion dans le signal quand vous communiquez avec la Terre? Enfin, j'imagine qu'il y a des corrections de signal pour avoir... il y a les corrections relativistes. C'est ce qu'on veut mesurer, justement. On veut tester la théorie d'Einstein au millionième près. Hein. Et pour ça, on va comparer l'horloge à césium dans l'espace à une horloge à césium qu'on a à l'observatoire, mais aussi à d'autres horloges à césium dans d'autres instituts à la surface du globe. Et on va vérifier que la seconde produite là-haut, corrigée des effets relativistes tels que calculés par Einstein, est en accord, on fera un test en aveugle, hein, est en accord ou pas avec les fontaines au sol. Vous parlez au futur, c'est pas encore prouvé, c'est pas encore mis en place, c'est pas encore expérimenté. On en est où là? On est en train de caractériser l'horloge en espace. Hein. On n'a même pas fini la phase de commissioning, comme on dit en mauvais français, la phase de caractérisation des instruments et des systèmes de transfert de temps. C'est quoi, un étalonnage de tous les systèmes? Oui, d'étalonnage, de tester si le transfert de temps qu'on a réalisé pour cette expérience est bien meilleur en principe que le transfert de temps GPS, mais donc il faut le prouver ça. Et on a toute une série d'expériences planifiées pour prouver effectivement que ce transfert de temps est au niveau suffisant pour mesurer les performances de l'horloge dans l'espace. Voilà, donc c'est une phase très excitante en ce moment. On attend que certains terminaux sol soient en état de marche, soient terminés pour pouvoir faire aussi des comparaisons d'horloges à distance. Un des problèmes du système de comparaison actuel via GPS et Galileo, c'est qu'il est limité à des précisions de quelques 10-16. Or, les horloges optiques
qui fonctionnent à des fréquences plus élevées que l'horloge à césium montrée ici, ont des performances de 10-18. Et donc, avec la mission Pharao S16, on espère pouvoir comparer sur des continents différents des horloges optiques Attendez, à 10-17, 10-18. On parlait d'horloge à césium. On disait que c'était le top du top. Et là, vous êtes en train de nous dire il y a d'autres horloges qu'on appelle il y a un optiques top du top du top. Voilà. Et ça se passe où, ça? On a besoin d'aller dans l'espace aussi? C'est quoi les horloges optiques? Non, ce qu'on a fait, je reviens aux 9 milliards d'oscillations par seconde. Eh bien, si on prend... donc ça, c'est les ondes radio, hein, 10 gigahertz, hein, si on veut. Et si on passe maintenant à la centaine de térahertz, c'est-à-dire le pendule va osciller 100 000 fois plus vite. Donc dans une seconde, j'aurai 100 000 fois plus d'oscillations que dans une horloge à césium. Eh bien, si vous avez un peu compris ce que j'ai dit tout à l'heure, vous allez être beaucoup plus précis. Vous allez pouvoir détecter un petit changement infime de temps en un temps beaucoup plus court. Mais à quoi ça sert d'être encore plus précis? On était déjà pas mal avec les horloges. Oui, mais d'abord, les physiciens, ils cherchent toujours à faire mieux. Voilà, ils cherchent toujours à développer des instruments de plus en plus précis. Pourquoi? Parce que avec des instruments plus précis, vous allez pouvoir faire des tests de physique fondamentale nouveaux, comme le test d'Einstein, de l'effet Einstein dont j'ai parlé ici. Mais on peut se poser aussi des questions encore plus fondamentales, comme est-ce que les constantes fondamentales de la physique, justement, la vitesse de la lumière, la constante de structure fine qui caractérise les interactions électromagnétiques entre atomes, qui constituent les atomes et les molécules, hein, ou le modèle standard, est-ce que c'est le modèle ultime? Et on sait qu'on est loin de comprendre notre univers tel qu'on l'observe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des nouvelles particules? On ne comprend que 4% de la masse de l'univers. C'est quand même pas brillant pour les physiciens, ça. Ou à l'inverse, ça veut dire qu'il y a encore des belles marges de progression. Et oui, exactement. Et donc, avec des instruments plus précis, on peut chercher à tester si les lois de la physique aujourd'hui sont les mêmes que l'année prochaine, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Et avec des horloges, on a fait des tests maintenant au niveau de 10-19 par an. C'est-à-dire que les atomes, aujourd'hui et dans un an, sont exactement les mêmes à 10-19 près. Hein, et donc, on est très, très sensible. On aurait bien aimé trouver une violation de ça. Ce qui serait une signature de nouvelles particules, de nouvelles interactions, ça serait très excitant. C'est pour ça qu'on développe ces instruments de plus en plus. Mais à l'inverse, ça signifie que les constantes sont bonnes, que certaines lois de physique sont éprouvées, que peut-être vous allez pouvoir encore prouver qu'Einstein avait raison sur certains aspects. Exactement. Soit on va prouver qu'il a raison, on serait plus content de prouver que... ça fait 2 fois que vous avez envie de faire son sort à Einstein. Hein, voilà. Je remarque. Oui, il n'y a rien de personnel dans ce rapport-là. Non, c'est pas uniquement personnel. Et d'ailleurs, c'est un effort collectif, hein, un effort mondial. Non, je parlais par rapport à Einstein. Voilà, la blague. C'est ça. C'est que quand même, il faut mentionner que la relativité générale et la mécanique quantique sont fondamentalement 2 théories différentes. La relativité générale est une théorie classique. On a des points, hein, je parlais d'un observateur, c'est un point sur sa ligne d'univers, mais on sait qu'en mécanique quantique, il n'y a pas de vrai point. Il y a une incertitude, position, quantité de mouvement fondamentale, et donc on doit décrire de façon ondulatoire le comportement des objets, en particulier des objets microscopiques, en particulier les atomes. Donc l'unification entre la mécanique quantique et la gravitation, elle reste à faire. Il y a des théories de cordes, de membranes, de brane, auxquelles je ne comprends rien, mais qui ont des prédictions qui ne sont pas vérifiables encore. Peut-être que c'est une très belle théorie, mais elle n'a pas produit de prédictions vraiment vérifiables, du moins avec les technologies d'aujourd'hui. Ça viendra peut-être, mais et là il y a un problème d'unification des théories. Toutes les autres interactions sont unifiées dans le cadre du modèle standard, et il n'y a que la gravitation qui fait bande à part. Alors, c'est une question que n'aiment pas les scientifiques, mais qu'aiment bien les journalistes. Si vous deviez prendre parti, vous iriez. Votre hypothèse, c'est quoi, justement, sur ces théories-là? Vous seriez de quel côté, ou
votre intuition, vos travaux précédents vous pencheraient vers? Ou alors on enlève de côté l'intuition parce que c'est pas scientifique. Bon, alors là, c'est difficile d'avoir une intuition sur le... Alors, moi, je suis convaincu que les physiciens, les astrophysiciens trouveront une explication à la matière noire, à l'énergie noire, qui sont des anomalies déjà observées dans l'univers. Donc, oui, j'ai confiance dans il y a beaucoup de belles choses encore à découvrir. Hein. Je voudrais qu'on termine, parce que vous nous avez bien vendu les horloges au césium, mais par ces horloges optiques, c'est quoi le principe et pourquoi elles sont plus précises? Alors, elles sont plus précises. Première raison, je l'ai déjà donnée, c'est qu'elles oscillent 100 000 fois plus vite que les horloges à césium. Je suis un élève très peu assidu. Et alors, pour faire ça, comment on fait, hein? Et une horloge optique, on n'utilise plus un quartz multiplié ou quelque chose comme ça, mais on utilise un laser. Et ce laser émet de la lumière monochromatique à 10 puissance 14 cycles par seconde. Et c'est ces 10 puissance 14 cycles ou 15 cycles par seconde que l'on stabilise sur des atomes. Et ces atomes sont bien choisis. Hein, il faut prendre une transition dans le visible, dans le rouge par exemple, pour l'atome de strontium, l'atome d'ytterbium, qui sont des atomes aux propriétés particulières, qui ont des résonances très très fines. Parce que si le niveau excité se désexcite trop vite, ça élargit la résonance, c'est pas bon. Il se trouve que les lois de la physique quantique permettent, dans certains atomes, à 2 électrons, d'avoir des transitions interdites, suffisamment interdites, pour que quand on met l'atome dans le niveau excité, il y reste 100 secondes ou 1000 secondes. Et donc, grâce à ça, avec des lasers stabilisés sur ces atomes, on arrive à des performances ultimes. Et je peux peut-être terminer en disant que l'effet Einstein, on est capable de le voir, comme l'ont montré là, un de mes collègues, Juni, à l'Université du Colorado. Vous prenez une boule d'atome froid de 1 mm de haut. Vous mesurez comment le temps s'écoule dans les 500 microns du haut et les 500 microns du bas. Et vous comparez les deux, eh bien, vous ne trouvez pas le même écoulement du temps sur ce millimètre. Ce nuage atomique, d'atomes froids, bien sûr, c'est des atomes froids, eh bien, vous ne trouvez pas le même écoulement du temps. C'est la théorie d'Einstein, hein, donc il n'y a pas de surprise, mais c'est juste pour montrer la sensibilité ultime de ces instruments. C'est assez fascinant de voir que sur 1 mm, on peut distinguer que l'écoulement du temps n'est pas le même dans la partie supérieure du nuage ou la partie inférieure du nuage. Merci Christophe Salomon. On vous applaudit avec chaleur malgré la froideur des atomes. Et on va profiter de votre présence en nombre, cher public, pour prendre vos questions. N'hésitez pas, monsieur, ici. On vous donne un micro. Et on vous écoute. Merci beaucoup, c'est passionnant. Vu la précision qu'il y a, est-ce qu'il y a des applications autres que la mesure du temps qui seraient faites sur la mesure de la gravité pour mesurer, je ne sais pas moi, des ondes gravitationnelles ou au-dessus des volcans, des mouvements telluriques qui permettraient d'anticiper des éruptions volcaniques, que sais-je? Oui, alors vous avez tout à fait raison. Une variante des horloges atomiques sont des interféromètres atomiques. On peut faire de l'interférométrie avec les atomes, de césium, de rubidium et autres. Et ces interféromètres, on peut les rendre sensibles à la gravité, à G. Hein, et donc, il y a même des produits commerciaux, maintenant, atomes froids, vendus par la société Excel, qui vous vendent un système dans lequel vous laissez tomber les atomes et vous mesurez la gravité, ici à Saclay ou partout, ou sur des volcans. Ça a été fait sur l'Etna, par exemple. Hein. Alors, ces interféromètres sont des interféromètres quantiques au sens où ils ont beaucoup moins d'effets systématiques que les autres accéléromètres que vous trouvez dans l'industrie, qui sont des accéléromètres mécaniques, avec des, entre guillemets, des ressorts, hein, mais qui, eux, sont sensibles à la température, à la pression, à l'humidité. Donc, vous avez raison, c'est un grand domaine de recherche actuel de développer... Alors, quand je dis accéléromètre, ça peut être accéléromètre et gradiomètre. Hein. Si je mesure G ici et G plus bas, je vais mesurer gradient G. Je peux aussi mesurer les rotations. Hein, une accélération de rotation avec ces interféromètres atomiques. Tout à fait. C'est des classes d'application très importantes. Alors, pour détecter les volcans, on peut le faire avec des horloges aussi. Il faut les horloges à 10-19.
Parce que pour un volcan, avant un tremblement de terre, alors les volcans ou les tremblements de terre, c'est pas la même chose, mais un tremblement de terre, c'est important. C'est des déformations des plaques qui passent l'une sur l'autre entre différents continents. Et de très belles mesures satellitaires ont montré des anomalies de gravité qui se développent dans les 3 mois avant le tremblement de terre. Et donc, si on pouvait faire ça avec des horloges, ça serait très intéressant. Il faut aller mettre les horloges aux endroits intéressants, c'est-à-dire au Japon, au Chili, en Asie, là où les plaques font des grands mouvements. C'est des projets qui restent à construire. Il faut améliorer un petit peu les horloges encore. Il faut qu'ils aient le 10.19 de façon routinière. Voilà, et c'est encore pas tout à fait le cas. Une autre question? Oui, monsieur, on va vous donner un micro. Ici, levez à nouveau la main qu'on vous voit bien. Voilà, le micro arrive. Merci de vous lever, qu'on vous voit aussi. D'accord. Et qu'on m'entende peut-être. Vous aviez parlé d'une expérience américaine là, qui, dans le millimètre, démontrait finalement la validité des lois de relativité d'Einstein, si j'ai bien compris. Oui. Donc, quel est l'intérêt d'envoyer une horloge dans l'espace, la rattacher à la station spatiale pour démontrer la même chose? Oui, mais attention, la qualité du test sur 1 millimètre, c'est 20%. Et dans l'espace, on va faire 1 million, 1 millionième. Donc on va tester la relativité à un niveau qui n'a pas été testé avant. Merci de votre réponse. On va prendre une dernière question. Oui, monsieur, on vous passe le micro. Bonjour, je me demandais comment est-ce qu'on fait pour refroidir un atome avec des lasers? Je vois pas comment, ça paraît un peu contre-intuitif. Mais oui, un laser, ça brûle, ça coupe, ça chauffe. Et c'est une idée très astucieuse. Alors, ça s'appelle la pression de radiation. Et ça, c'est Kepler qui avait vu ça, que la queue des comètes était toujours orientée en face du Soleil. Et donc, la lumière exerce une pression sur votre œil, sur mon œil, mais elle est toute petite, cette pression. C'est-à-dire que les photons arrivent sur votre rétine, ils sont absorbés et votre rétine recule. Pourquoi? Parce que le photon est détruit et le photon a une quantité de mouvement, hc sur lambda, h constante de Planck, c vitesse de la lumière, lambda longueur d'onde du rayonnement. Et donc cette quantité de mouvement est détruite. Et donc quand un atome absorbe un photon, il va reculer. Donc prenez un faisceau laser comme ça, il y a l'atome au repos ici, absolu, repos. Micro. Oui, alors bon... Non, on va faire mieux. Attendez, on va faire mieux. Allez-y. Voilà. Donc, j'ai l'atome ici, le laser qui vient comme ça, il absorbe un photon, il recule par là. Il est porté dans le niveau excité et donc il va se désexciter. Il va émettre un photon dans une direction, par là. Et il est à nouveau dans le niveau fondamental, il va pouvoir absorber un deuxième photon. Et donc vous voyez que par répétition de cycles d'absorption et d'émission spontanée, l'absorption va être toujours dans le sens du faisceau laser. D'accord? Et à l'émission, en moyenne, ça fera 0. Parce qu'il va mettre le photon par là, les probabilités d'émission par ici ou par là sont égales. Alors ça ne refroidit pas encore, ça pousse. C'est une force. Pour refroidir, il faut faire une force proportionnelle à la vitesse. Et là, il y a une idée magnifique de Hensch-Echalow, et Wineland et Demelt, qui est l'effet Doppler. Vous connaissez tous l'effet de la voiture de police qui vient vers vous. La fréquence augmente quand elle vient vers vous, elle diminue quand elle est passée derrière vous. Eh bien, avec les atomes, c'est la même chose. On va exciter l'atome entre les deux niveaux d'énergie, mais on va choisir la longueur d'onde du laser un tout petit peu trop courte. Il manque de l'énergie pour exciter l'atome. Et avec l'effet Doppler, quand je me déplace vers vous, la fréquence, vous êtes un laser, vous m'envoyez un laser par ici, un laser, c'est bon. Votre fréquence va augmenter. Comme j'étais en dessous de résonance, elle va augmenter vers la résonance. Si je suis à résonance, la pression de radiation va être grande. Par contre, quelqu'un ici veut m'envoyer un faisceau laser par l'arrière, la fréquence était trop petite, l'effet Doppler a le mauvais signe, donc on est encore plus loin de résonance. Donc il y a un déséquilibre des forces.
la pression de radiation du faisceau qui arrive de la gauche l'emporte sur la pression de radiation du faisceau qui arrive de la droite. Et donc, c'est une force qui est proportionnelle à la vitesse pour les petites vitesses. Donc, c'est une force d'amortissement. D'où le nom de mélasse optique, hein, une force de friction. La cuillère va finir par tomber au fond du pot de miel, mais là, le miel, c'est les photons. Hein, et les atomes sont confinés visqueusement pendant des durées très longues, jusqu'à plusieurs secondes. Comme ça. C'était Christophe Salomon, mesdames, messieurs. Merci. Et on est contraint, évidemment, par une notion que vous connaissez peut-être un peu, qui s'appelle le temps. En revanche, si vous voulez continuer la discussion, ça peut se passer sur le côté tout de suite, parce que dans quelques instants, on va partir justement à l'écoute du cosmos, traquer les ondes gravitationnelles avec Sarah Anti. À tout de suite.